Salut mon Clem, salut les potes. On se retrouve ce soir pour un nouvel épisode de Toast and Talk. Ce soir, on va parler d'échecs, l'échec, comment on affronte tout ça. Mais avant, comment ça va et qu'est-ce que tu bois? Écoute, salut Bast, ça va super et je bois, encore le même que les autres enfin le même que les autres fois. On alterne, j'essaie d'alterner. Mais du coup un Talisker, single malt et c'est un banger, je me régale. Et toi, j'ai cru comprendre que tu avais un nouveau petit truc à déguster. Ouais, j'ai un nouveau petit jus de pomme, qu'on va refaire pour mon anniversaire. C'est un Yellow Spot single malt, 12 ans d'âge, irlandais, avec une, triple maturation dans 3 fûts différents. Donc c'est ultra bon quoi. Clairement, c'est une explosion de saveurs en bouche. Tu On te va pas se mytho. délectes. Ah ouais, là c'est vraiment un petit régal. Toujours un grand plaisir de se retrouver, pour discuter et pour boire un petit jus de pomme. De fou. C'est notre petit rendez-vous, chaque semaine et ça fait plaisir de dingue. Et on va parler d'échecs, Clairement. un sujet assez complexe en vrai, parce que je pense qu'on a tous un rapport différent à l'échec. Et moi, j'ai des souvenirs que ça remonte très tôt dans ma jeunesse, le rapport à l'échec et je pense dès la scolarité en vrai. À partir du moment où tu commences à avoir des notes, à être noté par des professeurs et à devoir rendre des comptes tout simplement. J'étais déjà très mal de d'avoir des «mauvaises notes» entre guillemets. Moi aussi ça remonte, très petit. C'est rigolo parce que, vu qu'on sait de quoi on va parler, en avance, j'ai essayé de réfléchir à jusqu'où ça remonte. Mais là, le fait de t'entendre parler de ça, je me rends compte que ça remonte encore à plus tôt que ce que je pensais. Hem, j'ai eu la chance de faire une école en primaire, style Montessori. Donc où vraiment on met l'enfant au milieu et cetera, on essaie de s'adapter à lui et le faire grandir et tout. Mais avant, d'intégrer cette école, j'étais dans une autre école ailleurs et j'étais nul en dessin. J'ai toujours été nul, mais nul, nul, nul en dessin, en art plastique, en coloriage quand tu es gamin, terrible. Et en fait, je crois que le premier échec que j'ai connu, ça devait être, quand j'étais en maternelle, j'étais nul en dessin en fait et la maîtresse elle avait dit: «Bah non, il est nul en dessin, il ira pas, en CP» ou un bail comme ça, tu vois? Donc ça remonte vraiment, vraiment très loin. Après Marrant. sinon ouais, marrant ou pas, j'en sais rien, mais du coup je pense que j'ai affronté l'échec, enfin en tout cas la sensation d'échec assez tôt. Parce qu'évidemment, chacun a sa propre définition de ce que c'est un échec et surtout quand on grandit, les définitions évoluent. Mais Ouais. sinon le premier vrai échec auquel j'avais pensé, je l'ai plus en tête, ça y est. J'ai déjà oublié une gorgée, de jus de pomme et c'est parti. J'ai déjà oublié. Non mais j'ai déjà trop parlé donc du coup, je me perds dans mes pensées et dans mes mots. Ouais. Je te Mais laisse reprendre le flambeau. mais je disais que c'était marrant parce que, d'avoir un souvenir, tu sais, on a des souvenirs qui pop, comme ça, si lointains et que ça t'ait autant marqué. Moi, je sais pas la quelle est la première fois que j'ai ressenti l'échec, mais je pense que c'était vraiment des devoirs où j'avais genre, des mauvaises notes et donc forcément, bah, quand je rentrais chez moi, j'avais la peur bleue de me faire défoncer par mes parents et donc je savais que c'était un échec à partir du moment où j'avais une mauvaise note et que ça allait les rendre, «tristes» entre guillemets. Tu étais un cancre aussi, c'est pour ça. Même pas, j'étais trop intelligent. C'est faux. J'ai retrouvé ce que je voulais dire, comme quoi, Dis-moi. une gorgée de jus de pomme finalement ça fait revenir les choses. C'est que depuis toujours je suis très compétiteur. Depuis gamin, tout ce que j'ai fait, le sport et cetera, j'ai toujours tout de suite voulu, m'investir en compétition et sauf que quand tu arrives dans une compétition, que tu viens de commencer une discipline, tu es pas prêt. Tu tombes sur des gens qui en font depuis plus longtemps et cetera, donc forcément, tu vas échouer et je pense que mes premiers souvenirs d'échecs où j'ai conscience que c'est un échec, c'est quand j'ai commencé, le badminton il y a une quinzaine d'années maintenant. 1re compétition, voilà, je me suis fait rouler dessus, parce que je savais rien faire, quoi. Ouais, et beh, c'est marrant que tu en parles parce que du coup, j'avais oublié cette phase-là de ma vie, mais j'ai fait beaucoup de sport aussi plus jeune et c'était mon père qui me coachait beaucoup. Il gérait un peu notre génération. Bah, en fait, tu sais, comme un daron peut te suivre quand tu es petit, ça arrive qu'il y ait des parents qui entraînent, qui coachent, bah,
Mon père en faisait partie parce qu'il était passionné de foot et hem et j'avais encore plus peur de faire des erreurs, d'arrêter, potentiellement. Parfois, j'avais pas envie d'y aller, tu vois? Des trucs comme ça et je savais indirectement que si j'arrêtais ou que si je faisais des erreurs sur le terrain, mon père allait être déçu ou du moins, c'est l'idée que j'en avais et du coup, pour moi, c'était un échec, de pas arriver à ces fins-là, tu vois? Mais du coup, heu, à ton avis, pourquoi ça fait si peur d'échouer? Bah, j'aurais tendance à dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, ça évolue suivant les âges dans la vie quand tu avances aussi. Quand tu es plus jeune, moi, ça me faisait peur parce que, c'était la peur de décevoir surtout et du coup, en fait, j'associais l'échec à décevoir quelqu'un ou mes parents surtout et que ça soit scolairement ou sportivement et après avec le temps, tu as moins peur, je pense, parce que tu apprends à comprendre qu'un échec, c'est un apprentissage ou du moins c'est ma vision des choses, et c'est parce qu'en fait, généralement après un échec en tout cas, souvent tu dois recommencer et quand tu dois recommencer, bah, parfois il faut repartir de très loin et ça te fait peur en fait. Tu as pas envie de redonner autant d'énergie, que ce que tu as pu faire au début dans ce que tu as entrepris, quoi. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Mmh. Je te rejoins vachement, sur, la déception. Je pense que, ouais, enfin, moi, j'associe vraiment aussi beaucoup d'échecs à décevoir forcément quelqu'un. Quelqu'un qui a investi du temps, de l'argent potentiellement, des espoirs, enfin plein de choses en toi ou en ce que tu es en train de faire et du coup, bah, échouer, ça revient à mettre tout ça en l'air, quoi. Donc ça met une certaine pression. Ouais, clairement. Puis il y a la pression sociale aussi, quand tu es petit, généralement, tu fais du sport et cetera, enfin, tu es intégré dans des groupes et potentiellement, si tu quittes ces groupes, en tout cas, par exemple, nous, pour le foot, si tu étais bon sur le terrain dans ton club, généralement, tu sais, à la cour de récré, tu étais avec les meilleurs dans les équipes. Parce que souvent, tu faisais 2 équipes, à chaque récré et puis c'était les meilleurs qui choisissaient les autres joueurs et toi, tu avais envie d'être dans la bonne équipe et donc par exemple, si toi, tu arrivais pas à être bon et que tu montrais ça et que donc c'était un peu un échec pour toi, tu savais que ça impactait tout ce qui te suivait après, la semaine, tu vois? Donc ça peut remonter très loin et ça peut aller très vite aussi et moi, je sais que c'est des choses qui m'ont marqué. J'avais l'impression que dès que j'échouais quelque part dans un domaine, je perdais la confiance des gens et je perdais aussi, la vision qu'ils avaient de moi, tu vois? Ouais, je vois. En vrai, c'est assez terrible parce que quand tu te dis ça, ça met tellement de pression sur les épaules et du coup, faut Ouais, arriver à relativiser parce qu'au final, bah, l'échec, c'est pas la finalité, c'est ce qui arrive derrière. Si tu échoues et que tu en tires rien, effectivement, bah, tu te mets la pression pour rien et tu recommenceras à échouer et tu auras rien appris. Et justement, cette notion d'apprentissage quand tu échoues, elle est top. mais le problème, c'est que quand tu es petit, ça, tu le sais pas. Du coup, tu apprends en grandissant que, bah, tu as besoin d'échouer pour grandir et moi, je pense que sans échouer, en fait, tu peux pas grandir, comme tu l'aurais fait, normalement. Il y a des gens qui vivent dans comment dire? Avec, toutes les richesses du monde et qui potentiellement échouent jamais. Je pense qu'au bout d'un moment, tu as un profond mal-être parce que tu as jamais, grandi, intérieurement, tu vois? Ouais, je suis d'accord. Je trouve que le bon exemple, c'est, les relations, amicales ou amoureuses parce que, quand une relation se termine, souvent tu le vis consciemment ou inconsciemment comme un échec parce que tu avais donné de toi, tu avais donné de ton temps, enfin plein de choses pour la relation et mine de rien, à chaque fois qu'une relation se termine, tu grandis, quoi. Est-ce que du coup, tu considères ou est-ce qu'on peut considérer, tu vois, au bout d'un moment que l'échec, ça a été une honte dans notre vie? Moi, je crois pas avoir eu honte d'échouer. Alors c'est possible que je sois totalement en train de faire Serge le Mytho comme d'habitude, mais je réfléchis en même temps que je parle parce que c'est une bonne question. Là, tout de suite, je dirais non, mais je vais te laisser répondre à ta propre question et peut-être que ce que tu vas me dire, ça va m'apporter des réponses aussi. Moi, je pense que oui, pendant un temps, ça j'ai eu honte d'échouer et comme je le disais par rapport aux parents ou par rapport à socialement aux amis et cetera, parce que ça montrait des choses, de moi que je voulais pas que les gens me voient comme ça et en fait, je pense que c'est un truc qui me suit encore. Bah, tu le sais, on essaye, on a plein d'idées de projets, on a plein de lubies, comme on peut dire
et plein de choses qui s'arrêtent, qui s'abandonnent, parce que pour X raisons. Et donc je pense qu'à partir du moment où je parle de quelque chose et que si ça se réalise pas, j'ai un peu honte, tu vois? J'ai un peu honte parce que j'ai parlé pour rien et parce que tu arrives pas à la fin de tes projets. Et pendant longtemps, je me disais que j'avais rien appris, que j'avais juste échoué et que, bah, ça me faisait chier parce que mon entourage, il me voyait, au final, pas avancer sur des choses que j'avais dites, tu vois? Et en fait, avec le temps, tu te dis: «OK, ben en fait, quand j'ai fait ce projet, j'ai appris ça sur moi» ou «Quand j'ai fait, cette rencontre, bah, j'ai ou que j'ai arrêté cette relation, bah, j'ai appris ça aussi sur moi, j'ai appris, ça sur, l'autre personne», tu vois? J'essaye petit à petit de rediriger mon esprit en mode, «C'est pas grave, tu peux échouer». Mais le mindset que j'ai de différent d'avant, c'est que j'essaye toujours de me dire enfin, que j'essaye maintenant de me dire: «Il y aura pas d'échec», tu vois? En fait, on va au bout et puis, peut-être que ça se fera pas, mais au moins je serai allé jusqu'au bout et il y aura eu des apprentissages, tu vois? Ça sera pas un échec. Je vois ce que tu veux dire et du coup, je te rejoins parce qu'après avoir réfléchi, je pense pas que j'ai eu honte, d'échouer, hem, parce que, à chaque fois que j'ai échoué dans quelque chose, c'est un truc dans lequel je me suis mis vraiment à 300 et dans ce cas-là, j'avais pas honte parce que j'avais donné le meilleur de ce que je pouvais donner. J'ai échoué, tant pis, mais j'en suis ressorti avec une envie de faire mieux, une envie de progresser, une envie de me dépasser, de la prochaine fois, bah, tout simplement faire mieux, tu vois? Et du coup, c'était un peu un moteur plus qu'une honte parce que justement, j'avais déjà donné le plus que ce que je pouvais faire. Totalement, je comprends aussi. Mais est-ce que, par exemple, tu as pu considérer des choses que tu as faites avec, bon, tu disais peut-être, sportivement parlant, mais avec un regard lourd un peu sur toi, tu vois? Les gens qui attendaient quelque chose de toi? Alors, sportivement parlant, je crois qu'on n'a jamais rien attendu de moi OK, parce que, parce que j'étais pas dans les standards, des garçons, forts, de mon époque, genre, je jouais contre, quand on était gamin, tu vois? Je jouais contre les gamins du Crèpes, donc qui sont en sport, «sport-études» entre guillemets. C'était un peu plus poussé que ça parce que c'est une structure nationale, mais donc ils s'entraînent tous les jours, tu vois? Même 2 fois par jour et j'avais joué contre eux, j'arrivais à les battre, ils me battaient de temps en temps et tout, mais moi j'ai jamais été sur les listes, pour intégrer ce genre, d'institut. J'ai jamais été vraiment, quand j'étais gamin, «pris au sérieux» entre guillemets par les institutions. Du coup, à part mon père, personne attendait vraiment rien de moi, mais mon père, il savait toujours que je donnais ce que je pouvais donner, tu vois? Donc heu, donc non, je pense pas. en vrai, tu as une relation assez saine, du coup, par rapport à l'échec. Bah, j'essaye parce que, comme je te dis, après, j'ai toujours été compétiteur et surtout, je sais que des fois, on peut échouer de manière totalement, injuste parce que j'étais gamin, je faisais du karaté et j'étais parti faire une compétition de karaté, donc le karaté, il y a plein de disciplines différentes au sein du karaté. Moi, je faisais du karaté de démonstration, donc où tu fais des katas, tu fais un peu des «danses» entre guillemets, pour caricaturer le trait et j'étais parti faire une compétition de karaté contact où tu te bats vraiment avec la personne. Bon, c'était touché parce qu'on était des gamins et en fait, j'avais affronté, un gamin du club dans lequel il y avait la compétition et j'avais gagné le combat en termes de points. J'avais touché plus de fois qu'il m'avait touché et cetera et en fait, on lui a donné la victoire parce que c'était un gamin du club. Et il y avait 3 jurys et il y en a une, elle a dit, «Bah, c'est un scandale, il a pas gagné, même si je suis du club, il a pas gagné, c'est pas normal qu'on le fasse gagner, quoi». Et du coup, je pense qu'à partir de ce moment-là, ça a été un peu un trigger dans ma tête en mode, bah, j'ai fait tout ce que je pouvais et on m'a quand même réussi à m'enlever ma victoire, tu vois? Et du coup, bah, tu as échoué, mais c'est pas de ta faute. Parce qu'il y a des fois où tu vas échouer, mais parce qu'il y a plein d'éléments extérieurs qui viennent, t'encombrer la route. C'est vrai. À partir de ce moment-là, je pense que ma relation avec l'échec, elle a un petit peu changé et évolué. OK. Toi, tu pas comme ça, vis-à-vis de tes échecs, personnels? Bah, moi, j'ai toujours eu tendance à me juger énormément sur ce que je faisais
et je pense que c'est indirectement ce qui faisait que j'avais pas une bonne relation par rapport à ça et que je comprenais pas, en fait, que l'échec pouvait me faire grandir. Mais, mais après, c'est pour ça que j'ai essayé de plus ou moins avancer dans mon coin, tu vois? Et sans forcément dire ce que je faisais et après avoir enfin, j'avais toujours des échecs, mais disons que je les vivais tout seul, du coup, c'était complètement différent de la relation à l'échec, tu vois? Je comprends. Ouais, parce qu'au final, il peut aussi avoir des échecs, que personne ne verra, tu vois? Moi, je considérais beaucoup que, par exemple, j'ai voulu arrêter le foot très vite parce que j'avais du mal à me motiver à aller au sport parce que ça je m'entendais pas très bien avec tous les gens de l'équipe et c'était très pesant pour moi. Pendant un temps, je j'osais pas en parler à mes parents parce que mon père, du coup, il me suivait depuis tout petit, parce que c'était, le seul sport que je faisais. J'avais vraiment peur, de leur dire, «Ça me plaît plus», tu vois? J'ai envie d'arrêter et cetera et du coup, je le vivais un peu tout seul, dans ma bulle jusqu'au jour où ça a un peu pété et je leur ai dit de très loin. J'étais pas du tout avec eux, j'étais, en colonie de vacances et je leur ai dit, «Bah, je suis désolé, mais j'aime le foot, mais j'arrive plus, ça me plaît plus, j'ai peur de vous décevoir» et cetera et donc là, c'était vraiment un truc où c'était un vrai échec parce que j'avais l'impression de décevoir mon père et du coup, c'était un peu compliqué sur le moment et puis au final, j'ai continué. Mais, donc tu vois, c'est le fait de se libérer aussi, verbalement parlant qui m'a fait dire, «Bon, bah, au final, c'est juste que tu avais peur de décevoir, mais bah, tu bien ça, tu peux continuer», tu vois? Donc c'était un peu bizarre. Ouais, je comprends. J'ai vécu un peu la même chose, mais niveau scolaire. Après le lycée, je savais pas trop ce que je voulais faire et du coup, je me suis inscrit à la fac de droit parce que c'était le parcours, classique après un bac, économique et social, à notre époque Mmh. et sauf que je m'y suis inscrit sans trop de conviction parce que, bah, j'avais pas vraiment particulièrement envie de faire ça et mon père, il était fier que je parte là-bas et du coup, je m'étais trouvé comme, moteur, le fait de le rendre fier même si moi ça me plaisait pas, tu vois? Et ça, c'est pas bon parce que du coup, bah, j'avais cette peur de décevoir. Et vu que j'étais perdu dans ma vie, que je savais pas ce que je voulais faire, bah, j'ai continué, je me suis entêté et j'ai perdu du temps. Jusqu'au jour où j'ai dit: «Là, j'en peux plus du tout, en fait, c'est stop, quoi. Faut que je fasse autre chose, faut que je trouve autre chose à faire parce que là, c'est juste plus possible pour moi, je suis en train de me perdre et je suis en train de m'éteindre». Tu pas perdu du temps au final. J'ai perdu du temps parce que j'aurais pu arrêter avant. Ouais, mais est-ce que tu en serais là aujourd'hui si tu avais arrêté avant, tu vois? C'est pas en fait, c'est juste que ça s'est passé comme ça et puis voilà, quoi. Oui, oui, tu as raison. Enfin, chaque chose arrive, à un moment précis pour une bonne raison, évidemment. Mais ça laisse quand même un peu une sensation d'amertume en mode, bah, j'aurais pu me bouger le cul avant et faire autre chose, quoi. Ouais, du coup, ce qui en enfin, on en vient au fait que au final, toi comme moi, une fois qu'on en avait parlé de ces choses-là ou du moins de ce qui nous bloquait et d'admettre un peu que ça allait être un échec, tu vois? Bah, c'est ce qui nous a fait avancer, quoi. Totalement. Encore une fois, arriver à dire les choses ou les écrire ou, enfin, en tout cas, ne pas les garder pour soi, arriver à les sortir. Souvent, ça fait beaucoup, beaucoup plus de bien que ce qu'on pourrait croire et il y a plein de situations qui se débloquent simplement quand la parole, elle se débloque aussi. Faut vraiment pas sous-estimer ça et ouais, je suis d'accord que au moment où j'ai réussi à dire, «Je veux faire autre chose, c'est pas possible, quoi», ça m'a soulagé d'un poids et en fait, il s'en foutait, il était fier que je fasse ça, mais ce qui comptait, c'était que moi, je sois bien. Et Mmh. du coup, bah, il m'en a pas voulu, ça l'a pas déçu, il était juste, il était content que je sois là-dedans, parce qu'il croyait que ça me plaisait aussi, mais ça me plaisait plus, bah, tant pis, c'est pas grave. Comme ça, tu vois? Et aujourd'hui, il est super fier de ce que je fais et de mon parcours, donc C'est le plus important et il y a un vrai truc, sur enfin, j'associe ça beaucoup à l'entrepreneuriat, mais c'est quand tu, quand tu t'entêtes à faire les choses et que tu veux pas aller vers cet échec, tu vois? Te dire que en fait, à quel moment tu te dis: «OK, bah, c'est un échec et j'arrête là, c'est trop, faut stopper». Heu, ou est-ce qu'il vaut mieux, s'accrocher tout le temps et essayer de persévérer, tu vois? en vrai, c'est un peu compliqué de de trouver le bon curseur parce que
Dans le travail, c'est un peu pareil. Il y a des fois où je me suis entêté à vouloir faire des choses qui n'avaient pas forcément grand intérêt à être faites, tout de suite, ou en tout cas de façon aussi poussée, et j'ai perdu du temps et heu et c'est compliqué de savoir, quand dire stop et savoir quand arrêter et accepter que, bah, c'est un échec, c'est pas grave, on passe à autre chose. C'est un peu comme dans les relations au final, tu vois? C'est tu es obligé de le vivre pour, te dire, bah, maintenant c'est trop. En fait, pour moi, si tu as pas vécu le fait de t'entêter tout le temps et de pas être pragmatique sur ce que tu fais, bah, tu vas le continuer à le faire tant que tu as pas échoué, tu vois? Et une fois que tu auras vécu cet échec, forcément, là, tu auras appris et donc forcément, les prochaines fois, logiquement, tu devrais pas reproduire la même chose et tu devrais arriver à te dire que: «OK, là, on va dans le mur et il faut que je passe à autre chose, il faut que je me redirige, il faut que je change de voie», tu vois? Ouais, je comprends. Ouais, en fait, du coup, oui, c'est, l'apprentissage par l'expérience et pour toi, c'est nécessaire de le vivre au moins une fois parce que sinon, tu continueras toute ta vie. Ouais, c'est ça et après, il faut aussi l'accepter. Ouais, mais c'est dur parce que, à quel moment tu te dis: «OK, là, c'est bon, c'est stop»? Parce que, bah, tu te dis toujours, «Je peux encore un petit peu, je peux encore un petit peu, je peux encore un petit peu», jusqu'au jour où tu puisses plus rien du tout et tu tombes, bah, potentiellement en dépression, en mélancolie, en ce que tu veux et là, ça devient grave, quoi. Donc c'est compliqué. Encore une fois, trouver le 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 juste milieu, heu, personnellement, je trouve ça vraiment très dur. Ouais, bah, il faut arriver à constamment essayer de se remettre en question et il y a des gens, bah, malheureusement qui y arrivent pas forcément et qui finissent par se perdre, il faut être bien entouré aussi, je pense. Je pense que l'entourage, ça y joue beaucoup, mais après tu peux pas empêcher quelqu'un de s'entêter s'il a envie de s'entêter. Bah, c'est qu'il est pas fait pour ça, quoi. Ouais, après, l'entourage du coup, à mon sens, il y joue beaucoup au moment où la personne, justement affrontera cet échec et sera au plus bas. Parce que même si on a pu le prévenir ou quoi, il avait peut-être besoin de vivre le truc. Enfin moi je sais que on a beau me conseiller sur plein de choses, souvent j'en fais un peu qu'à ma tête et bah, tu vois, tu as déjà pu me dire des trucs, et au final, je m'entête, tu vois? Comme on a déjà pu en parler, je m'entête sur des sujets où, bah, en fait, ça se trouve, c'est terminé depuis longtemps et juste, moi, je suis là et je continue, alors que ça ferait du bien à tout le monde d'arrêter, mais je m'arrête pas, quoi. Donc j'ai un peu ce défaut-là, c'est vrai, je reconnais. Enfin un peu, j'ai carrément ce défaut-là. Non, bah, après, c'est on a tous, notre jauge, d'entêtement, mais ce que je veux dire et c'est bien d'en avoir aussi parce que la plupart des gens qui réussissent, enfin, du moins qui estiment, avoir réussi, ils se sont entêtés et ils ont souvent allé à contre-courant de ce qu'on leur disait de faire, tu vois? Et généralement, l'entourage peut être positif comme négatif. Il peut ne pas du tout te suivre dans ce que tu fais et te conseiller d'être beaucoup plus, heu, pragmatique ou réaliste dans tes projets ou même tes relations, peu importe. Alors que parfois, bah, il faut persévérer, tu vois? Et c'est pour ça que ça devient compliqué, c'est comment tu arrives à aller jusqu'au bout, tu vois? Enfin, comme tu disais, parfois c'est des choses que tu ressens et tu peux pas il y a pas de bonne règle, en fait. En fait, je pense que vraiment, faut se fier à sa perception de la situation parce que il y a s'entêter et s'entêter et il y a s'entêter quand tu sens que ça peut marcher vraiment et tout, tu vois? Et en général, tu le sens quand même quand ça commence à foirer, que tu sens que ça commence à plus aller vraiment bien. Tu t'entêtes, mais bon, c'est pas ouf. Heu, mais moi, je pense que je fais partie de ces personnes qui, même si elles sont conscientes que c'est pas ouf, qu'il faudrait arrêter, continuer, tu vois? Ça permet aussi de laisser le temps d'accepter que ça va être un échec. Mais, en attendant, bah, je continue à donner ce que je peux, tu vois? Mais en même temps, de l'autre côté, je suis en train de me dire, «OK, potentiellement ça va échouer». Je continue, mais je prends conscience petit à petit que ça va échouer. Après, il faut trouver le juste milieu à ne pas se bousiller la santé non plus, tu vois? C'est sûr. Tu peux très bien, être sur la bonne voie, mais ça peut durer pendant très longtemps
et du coup, tu vois, au bout d'un moment, tu t'épuises mentalement, quoi. C'est genre tu te délaisses un peu toi-même pour faire tes projets ou peu importe et donc bah, au bout d'un moment, c'est ton corps qui te dit stop, comme tu disais, dépression et cetera, burn-out. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, certaines personnes, si elles s'arrêtent et qu'elles continuent pas à s'entêter et que du coup, elles font pas ce travail de deuil et qu'en fait, ça peut-être un processus du deuil, tu vois, du projet qu'elles sont en train de mener, continuer. Si ça s'arrête brutalement, elles peuvent aussi très bien tomber en enfin, faire un burn-out, tomber en dépression, et leur corps, il dit stop aussi parce qu'elles arrivent pas à accepter, et à faire la paix avec, l'échec qui a été vécu. Et sinon, tu as vécu toi, du coup, des échecs concrets, des choses que tu as retenues, des choses que tu as apprises potentiellement? Hem, je pense que le plus gros échec que j'ai vécu et ça a eu des répercussions physiques, littéralement, j'ai perdu la face. En fait, je voulais passer en S parce que j'ai voulu faire beaucoup de choses dans ma vie et vétérinaire a été un de mes projets jusqu'en seconde, fin seconde et en fait, j'étais éclaté en maths. Je crois que j'avais genre 6 de moyenne. J'avais 18 en SVT et j'étais à genre 12 ou 13 en physique-chimie, tu vois? Donc je me dis: «Bon, je suis naze en maths, mais je peux compenser avec la SVT et la physique-chimie. Vas-y, c'est pas grave. A priori, je devrais passer en S». Sauf qu'en fait, ma prof de physique-chimie a dit: «Non, il passera pas en S». Pendant le conseil des profs, donc ma prof principale m'appelle et me dit: «Bah, voilà, Bastien, il est pas accepté en S», elle appelle ma mère et donc là, bah, gros échec parce que tu en mets surtout qu'en plus, quand tu arrives au lycée, on te fait comprendre que si tu as pas de projet professionnel pour, les 40 ans qui viennent, bah, tu es un peu une merde, quoi. Donc du coup, tu remets tout en question et tu te dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» Que enfin, moi, j'avais envisagé que ça, j'en suis où? Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Enfin, vraiment, tu remets tout en question et ça a été un gros échec pour moi, à tel point que j'ai fait une paralysie de la moitié du visage et j'ai consulté, des ORL et cetera et il y avait, rien qui expliquait que je fasse une paralysie du visage et en fait, en lisant un livre, qui s'appelle, «Le langage psy du corps», il parle de, bah, un peu, tout ce que le cerveau, il traduit dans ton comportement tous les jours, tous les mini gestes, les micro gestes et cetera et tout ce que tout veut dire, en fait et il y a un passage où il parle du visage et il parle de gens qui ont perdu la face et je me suis dit: «Mais oui, ça prend tout son sens». Donc ça, c'est vraiment l'échec qui m'a le plus marqué. Ne pas passer en S. Au final, je m'en suis bien sorti, mais à l'époque, c'était la fin de ma vie, quoi. Tu as retrouvé ton visage? J'ai retrouvé mon visage. J'ai fait de la kiné et tout, j'ai retrouvé mon visage. C'est ouf en vrai. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu l'avais pas cette anecdote? Non, bah, Mmh. j'en apprends aussi, Ouais, hein. ouais, bah, oui. Je te montrerai les photos, Allez, si je les retrouve. Et toi, c'est quoi l'échec le plus marquant que tu as pu vivre? j'en ai vécu trop. Ah, faut Ah choisir alors? vraiment, faut choisir, c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai déjà tenté plein de choses et j'ai eu beaucoup d'échecs. Mais je pense, c'est pas vraiment des échecs, enfin si, c'est des échecs en vrai, hein, pas se mentir. Je pense que je vais en dire plusieurs parce que un, c'est trop dur à définir. L'un des premiers trucs que j'ai, hem, ça a été de bon, c'est pas un échec, mais en tout cas, vis-à-vis de mes parents, je l'ai vécu, ils j'avais l'impression que c'était un échec pour eux, tu vois? Le fait de partir en bac pro. Donc en gros, moi j'ai fait, une, 1re, technologique et je passais en terminale comme tous les autres, mais juste que ça me plaisait plus, j'étais pas bien dans mon lycée et tout et j'ai dit à mes parents: «Bah, j'ai vu cette formation, moi je veux partir en bac pro, ça sera plus simple, c'est plus technique et je serai plus dans ce lycée» et donc ça pour moi, vis-à-vis d'eux, c'était un échec, tu vois? Mais c'était mon choix et donc je pense que c'est l'un des premiers choix justement où je m'affirmais dans ce que je voulais faire. Donc en même temps, c'est un échec, parce que je l'ai ressenti comme ça, mais en vrai, c'est pas le cas. Ils m'ont laissé vivre mon truc, mais moi, je l'avais ressenti comme ça à l'époque. Et après,
Les différents échecs que j'ai eus, c'est j'ai tenté plein de choses et j'avais tenté notamment d'entreprendre, quand j'avais 18 ans, 19 ans je crois et je voulais lancer une marque de vêtements, c'était catastrophique. Mon père il m'avait dit: «Tu te renseigneras, il faut monter une entreprise, il faut faire machin», ouais, rien à péter. J'ai juste essayé de créer des pulls et puis c'est tout, tu vois? Mais, j'avais dépensé des sous quand même, mais des pas grand chose, tu vois? Puis j'avais des potes qui avaient acheté. Bref, ça c'était catastrophique, donc ça c'était un premier échec. Puis je m'étais dit: «Bon bah, c'est pas grave, ça doit se faire, ça doit pas se faire, tant pis», tu vois? Je vends ce que j'ai à vendre et basta. Mais je commençais déjà à m'afficher un peu, sur les réseaux, tu vois? J'avais mis en avant, j'avais essayé de montrer des trucs et tout. Donc vis-à-vis de ça, je me jugeais encore énormément et puis après le plus récent, enfin le plus récent, non, il y en a d'autres encore après, mais un qui m'a beaucoup marqué, c'est, l'épisode de la 4L. En gros, avec un pote, on avait acheté une 4L et on s'était dit que, on ferait, le 4L Trophy. Sauf qu'on a acheté la 4L, il y a eu le covid, on a retapé la voiture, mais elle a jamais démarré jusqu'à maintenant et au final, on n'a pas fait 4L Trophy. Donc, voilà, ça aurait pu être une aventure de fou, mais je pense qu'on n'était pas assez, motivés et disciplinés pour avancer sur ce projet. Donc ça, c'était aussi un échec. En plus, j'avais ramené la voiture chez mes parents, genre en mode: «Salut, je vous dépose une 4L dans le garage là» et puis voilà, quoi. Donc c'était assez marrant. Mais, et puis après, beh, il y a eu plein de tests, tu vois? Entre les projets qu'on a essayé de monter, les relations, les trucs, en vrai, il y a eu beaucoup d'échecs, mais bon, aujourd'hui, je me dis que c'est que des choses qu'on a apprises. Avec du recul, en fait, tu apprends à te dire que, bah, à la suite de la 4L, j'ai appris que j'étais pas capable de mener un projet, de monter une asso, de machin, que ça demandait beaucoup plus de rigueur. J'ai appris qu'avec mon pote, qui est un de mes meilleurs potes, tu vois? On pourrait peut-être pas faire de projet ensemble parce qu'on est juste pas fait pour se coordonner, mais c'est pas grave, en fait, c'est à côté de ça, on a appris à monter une voiture, à faire de la soudure, à faire des trucs qu'on n'aurait jamais fait, donc c'était trop bien quand même. Méga stylé. Tu Ouais, soudé mec, méga stylé. c'est marrant. Je te vois trop bien, dans l'atelier là, en plein soleil, ah là là. Ouais, c'était la belle époque, hein. J'étais insouciant et on faisait n'importe quoi. Non, mais en vrai, c'est un beau projet. En soi, c'est génial. Ouais, mais c'était un beau projet, mais c'était tellement décevant parce que du coup, on avait monté une cagnotte, on avait incité les gens à nous faire des dons, on avait investi cet argent dans la voiture, même des entreprises qui avaient donné de l'argent et bah, du coup, beh, c'est terrible, tu vois? Parce que cet argent, ils le reverront jamais et puis la voiture, elle a même pas démarré et pourtant tout l'argent est parti dans la voiture, tu vois? Mais du coup, ça reste un énorme échec, parce qu'il y a tellement de gens qui font le 4L Trophy et que nous, alors qu'on était des gars plutôt débrouillards, on n'a pas réussi à le faire. Donc ça, je pense, c'est le plus gros, à mon avis, parce que la voiture, elle est restée, 3 ans facilement, chez mes parents, tu vois? Et donc c'était très long et puis, j'en entendais tout le temps parler, par la famille, par les proches, je la voyais tous les jours donc voilà quoi, c'est un peu compliqué. Ouais, je me souviens quand on s'est rencontrés, tu partais peut-être, de temps en temps le week-end, pour aller bosser dessus. Ouais, Je m'en souviens, il y a 4 ans déjà. Plus de ouais. 4 ans Mais du même. coup, tu vois, à ce moment-là, il a fallu accepter que, bah, ce projet, il verrait jamais le jour, tu vois? Il a fallu se dire, «OK, c'est terminé, on garde la voiture». Enfin, en vrai, j'ai un peu abandonné comme un lâche, tu vois? J'ai dit, «Moi, je peux plus garder la voiture chez moi» parce que mes parents déménageaient. Puis, après, 1 an après, je partais aussi. Donc au final, c'est un truc où on a dû se dire, beh, on arrête, on «abandonne» entre guillemets et puis voilà, quoi. Après, si tu veux, on peut, faire un concours de caisse à savon. Comme ça, on monte aussi notre petite voiture et c'est moins dur que remonter une 4L de A à Z et faire le 4L Trophy. Ça sera beaucoup plus simple, c'est sûr. Ça, c'est un truc que je kifferais faire. Ça se fait, hein. Pas très compliqué en plus. Non, ça peut être vraiment très marrant. Bon, bah, allez, nouvel objectif. Se renseigner sur une ville où il y a une descente de caisse à savon. Il y a trop d'objectifs, mec. Ouais, ouais et on échouera encore, beaucoup sur la route, mais finalement, ça fait partie de la vie, hein. C'est comme ça qu'on trébuche, on tombe, mais on continue, on se relève et on avance. Ouais, ce sont les processus, quoi. C'est le processus, hein, pour grandir et pour prendre de la maturité sur ce que tu entreprends ou même dans tes relations, on en a déjà parlé. Mais, sans
sans échec, au final, tu avances peu ou tu avances pas, quoi. Totalement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, quand j'y repense là, sportivement, on a connu quelques échecs aussi. On a pris quelques roustes au paddle. Padel, c'est un bel échec aussi, hein. Ah ouais, c'était on a essayé, mais on a échoué ensemble. Au moins, c'était bien. On a échoué, mais à 2. On était, à 2 dans l'échec. Ah ouais, le padel, c'était terrible, hein. On se voyait tellement beau là et puis on se prenait tellement des branlées. De Mmh, ouf. C'était maintenant, j'en rigole de fou, mais je repense que la frustration qu'on ressentait, c'était terrible. ouais. J'y repense, même Mélisima, tu vois? Pour moi, c'est un énorme échec. Mélisima, le fait de pas avoir réussi à faire perdurer là où j'étais, tu vois? C'est un échec de fou parce que je pensais avoir plein de cartes en main et au final, ça s'est pas très bien terminé, tu vois? Ouais. Après, si tu as envie de retenter, l'aventure, il y a moyen peut-être, sait-on jamais. J'ai donné, c'est bon. Non, mais, pas là où tu étais. Ouais, mais mais ouais, l'échec fait partie de l'apprentissage et j'espère le voir différemment avec le temps parce que c'est en fait, ça fait p enfin, on le disait un peu au début, mais ça fait peur, quand tu es pas en phase avec le fait que tu dois échouer pour avancer. Ça fait flipper parce que recommencer, et c'est tellement, épuisant et tu te dis: «Mais pourquoi je me ferais chier à investir encore plus de temps dans ce que je fais, alors que je sais très bien qu'au bout d'un moment ça va échouer?» Et c'est vrai que si tu gardes cette mentalité, tu gardes la mentalité du fait que tu vas tout le temps échouer, ben, au final, tu réussiras jamais, tu vois? Peu importe, de ce que dans quel domaine. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. C'est important d'arriver à se dire, «C'est pas grave», après ouais, dans tous les cas, l'échec, c'est un risque à prendre parce que quand tu commences quelque chose, tu peux pas savoir si ça va bien se terminer ou pas. Donc faut en être conscient et arriver à se dire: «OK, bah, même si j'échoue, c'est pas grave» et ça, tu l'obtiens, cette mentalité-là, tu l'obtiens en grandissant et en ayant connu déjà plusieurs échecs. Enfin, je pense en tout cas. Peut-être que vous qui nous écoutez, n'êtes pas du tout d'accord et dans ce cas-là, je vous invite à nous laisser un petit commentaire, comme ça on en discutera. Mais c'est comme ça que je le vois. Ouais et il y a un truc aussi, c'est ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Aïe, 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 il nous fait une Bastien. Oh là L'enfer, là 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 là. Le c'est master claim, il horrible. nous fait une Bastien. Oh, je sais plus. Bois une gorgée de jus de pomme, en général, ça revient après. Ouais, en général, ouais. En tout cas, j'ai appris des choses sur toi, mon petit pote. Encore plein à apprendre, hein. Bah oui, évidemment, évidemment. Et finalement, on se connaît que depuis, bientôt 5 ans. Déjà bientôt 5 ans. Ah ouais, déjà? C'est ouf. Ouais, ouais, fin septembre, ça fait 5 ans, je crois. Oh, 5 ans! Waouh, le temps il passe trop vite. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. En fait, si un peu comme tu disais, tout à l'heure, si tu mets pas à 100 de ce que de ce que tu peux donner dans un projet ou dans une relation et que là tu arrêtes cette relation et du coup, c'est un échec potentiellement ou tu arrêtes ton projet, là, ça va être un échec. Mais si tu mets à 100 et beh, au final, ça va être un échec, mais tu auras appris à rebondir et à te dire que c'est OK, tu vois? Parce que tu as mis tout ce que tu pouvais mettre et pour moi, ça devient un échec à partir du moment où tu as pas essayé en donnant 100 de tes capacités. Je te rejoins sur ce point, mais je pense qu'à contrario, il y a beaucoup de gens qui, au contraire, parce qu'ils ont peur de l'échec, parce qu'ils ont connu, quelque chose de trop douloureux ou de trop compliqué à la suite d'un échec, justement, ne s'investissent plus forcément à 100 dans ce qu'ils font et ils peuvent légitimer l'échec en disant: «Ouais, mais de toute façon, j'ai pas donné tout ce que je pouvais, quoi» et ça déculpabilise de l'échec et du coup, tu peux aussi ne pas le vivre comme un échec puisque de toute façon, bah, tu as pas donné tout ce que tu pouvais. Donc tu as pas vraiment échoué parce que si tu avais essayé à 100 tu aurais réussi. Enfin, j'essaie de traduire, la mentalité contraire de ce que tu es en train de dire parce que je pense que je connais des personnes qui sont comme ça. Ouais, mais ça veut dire que dans ce cas-là,
ce sont ces gens-là, à chaque fois qu'ils vont faire quelque chose, ils vont penser, dire: «OK, bah, je vais donner 70 et puis je verrai où ça mène». Et par contre, après, ils se diront: «Bon, bah, comme j'ai pas tout donné de ma personne, bah, tant pis, tu vois, c'est pas grave». Ça veut dire qu'à chaque fois, tu revis des schémas classiques, tu vois? Mais ils reproduisent la même chose. Mais il y a combien de personnes qui restent bloquées pendant des années dans des schémas qui se reproduisent sans cesse, sans cesse, sans cesse, qui sont dans des boucles, tu vois? Il y en a plein et je suis sûr que tu en connais aussi. Ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est triste pour le coup. Enfin, moi, je trouve que c'est dommage parce qu'on on a qu'une seule vie et il faut arriver à vivre des échecs pour avancer, tu vois? Totalement. Je dis pas que c'est pas triste, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette situation-là et si toi qui nous écoutes, tu te reconnais dans ce qu'on vient de dire, bah, bouge-toi le fiac. Ouais, mais par contre, tu vois, je viens de me recontredire mentalement. C'est qu'il y a des gens aussi, bah, ils en ont rien à foutre d'échouer. Genre, en fait, ils vivent pas pour ça, tu vois? Ils vivent pas pour avancer, ils vivent juste pour vivre une vie tranquille, une vie basique et sans se prendre la tête et du coup, forcément, l'échec, bah, tu le vis pas parce que tu as pas forcément, de vrais projets qui peuvent t'amener à l'échec, je pense. Ou alors c'est que tu vis l'échec en fait, c'est il y a pas de notion d'échec, en fait, quand tu vis une vie, normale ou basique, je sais pas comment dire, traduire ça, mais Une vie chill. chill. Ouais, je pense que ça résume bien le truc. Ouais, c'est la mentalité, des gens qui sont en mode, un peu one life, on s'en fout de tout, cool quoi. Ouais, même moi, je pense à mes parents, tu vois? Je pense pas qu'ils aient de vécu d'échecs aussi peut-être, aussi c'est sûr, mais je veux dire, genre pas comme nous, on peut le traduire, tu vois? C'est pas les mêmes échecs, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est intéressant parce que au final, nos parents, pour nous, c'est nos parents, tu vois? Et avant même de savoir comment ils s'appellent, tu sais que c'est papa et maman. Tu connais leur prénom, des années plus tard. Donc en fait, tu penses pas vraiment à eux, hem, comme des personnes qui ont vécu ce que tu as vécu déjà et c'est super intéressant parce que j'ai parlé avec ma mère il y a quelques semaines de sa vie avant qu'elle connaisse mon père, avant que tout ça, tu vois? Et elle m'a raconté des trucs, j'étais en mode, «Waouh, mais en fait, j'ai vécu des choses presque similaires et si je t'en avais parlé, tu aurais pu me partager ton expérience, j'aurais pu apprendre des choses sur toi, sur moi, prendre, bah, du feedback tout simplement et relativiser» parce qu'au final, ils s'en sont sortis, tu vois? Donc bah, ça peut te faire relativiser quand tu es en train de vivre un échec et je pense que tous les parents de cette planète ont forcément déjà vécu des échecs, juste en tant qu'enfant, on n'a pas conscience qu'ils ont vécu plein, 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 plein d'autres choses qu'on soupçonne même pas. Parce qu'en même temps, t'imagines dans 20 ans, 25 ans, la quantité de choses que tu auras vécues en plus, J'imagine pas, non. mais tu vois, c'est énorme en vrai. Oh, la liste d'échecs, elle fait trop longue à raconter après. C'est la vie, elle est super courte, mais d'un autre côté, elle est aussi méga longue. Ouais, c'est vrai. Non, mais en vrai, je suis complètement délu, c'est sûr, mon père, ils ont vécu mes parents ont vécu des trucs, qu'ils ont vécu comme un échec, c'est sûr, 100. Mais c'est vrai que je pense que c'est dommage que, les gens en parlent pas assez de ce que ça leur a appris ou du moins les échecs qu'ils ont vécus. Parce que ça t'apprend énormément sur la personne et puis ça peut te faire relativiser sur beaucoup de choses. Totalement et c'est pour ça que j'ai amené le sujet, la discussion avec ma mère parce que, bah, moi, ça m'a fait relativiser sur plein de trucs, quoi. Donc pas Mmh. hésiter à parler avec nos parents ou avec des oncles si on n'est pas avec nos parents ou des tantes, ce qu'on veut, enfin, qui on veut qui est plus vieux et avec qui on est un peu à l'aise, quoi. Parce ils ont tellement, tellement, tellement de choses à nous apporter. Même les grands-parents, en vrai. L'autre jour, j'ai parlé avec ma grand-mère de ma situation, personnelle, de couple et déjà elle était trop contente que je lui en parle et en plus de ça, bah, elle m'a partagé des choses, bah, qu'elle a vécues ou que des personnes proches d'elle et autour d'elle ont pu vivre et parce qu'il y a ça aussi, tu vois? C'est les gens, ils te partagent leurs expériences personnelles, mais aussi les expériences qu'ils ont absorbées de toutes les personnes qu'ils ont croisées dans leur vie et c'est ultra intéressant.
et en fait, c'est des puits de savoir et de conseils. Pas obligé de les suivre ou de les prendre, mais juste, déjà, quand tu as l'impression que tu vis un échec et que tu es seul au monde, en fait, ça te fait relativiser parce qu'il y a plein de gens qui ont vécu cet échec-là avant toi ou en tout cas un échec, similaire ou aussi dur à vivre, quoi. Et la plupart des gens, ils ont rebondi et ils ont construit leur vie ensuite et peut-être même que ça a été le déclencheur qui a fait qu'ils en sont là aujourd'hui. C'est sûr. C'est sûr que l'échec, nous amène à plein de choses, de qui on est aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aussi, parfois il faut, comme on disait tout à l'heure, il faut savoir dire, stop et se dire qu'on n'est pas «à la hauteur» entre guillemets et passer à l'étape suivante, tu vois? Passer sur le chemin qui suit pour continuer d'avancer. Je pense pas que ce soit une question de pas être à la hauteur, mais c'est plutôt une question de c'est pas le bon moment. Bah, je pense qu'il y a des choses quand même que tu vas essayer et que ça sera pas fait pour toi. Alors, effectivement, si j'essaie de devenir astronaute, bon, ça risque d'être compliqué. Mais mais après, enfin voilà, Steve Jobs, il a pas essayé de devenir Steve Jobs, tu vois? Il a testé un truc et il a fini comme il était. Ouais, c'est sûr. Faut pas tout le temps essayer de penser big picture. Des fois, ça part d'un petit rien et ça finit en multinational. Alors, ça reste des histoires très exceptionnelles, mais des fois, ça arrive. Une personne sur, des milliards. Oui. Ouais. Ou peut-être 2 personnes. Ouais, parce que tu comptes Bill Gates. Non, je parlais de nous. Ah! Un jour peut-être, ouais, mais en tout cas, bref, c'est tout ça pour dire que nourrissez-vous de vos échecs et arrivez à les situer aussi. C'est très important de savoir sur quoi on a pu échouer et ce qu'on aurait pu faire de mieux ou comment on aurait fait différemment pour justement ne pas reproduire les erreurs futures. En fait, ça reste que de l'apprentissage, hein, comme ça va être bateau ce que je veux dire, mais tout ce qu'on vit, on apprend et puis on rebondit, on se remet en question et puis on avance, quoi. C'est pas bateau, mec, c'est totalement vrai. C'est très bien résumé. Ça fait partie du chemin, on trébuche et on continue. En tout cas, c'était, un sujet bien cool. On est parti un peu dans tous les sens, mais c'était bien sympa quand même. Ouais, alors, si j'ai bégayé, c'est possible parce que je suis très, très fatigué et du coup, j'ai la voix qui saute. La voix qui saute, Donc c'est pas le jus de pomme. désolé, non, c'est pas le jus de pomme. J'ai bégayé dès ce matin parce que je suis explosé. Donc désolé pour vous. J'espère que ça a été, plutôt correct, mais sinon, voilà, je tiens à vous présenter mes excuses. Ouais, moi aussi, t'inquiète, j'ai parlé un peu n'importe comment parfois, mais c'est comme ça. Parfois, on est plus à l'aise que d'autres fois et du coup, on se laisse aller. Ouais, Merci mon bon, Bast. ouais, merci à toi mon Clem. Je te fais des bisous, je vous fais des Vas-y, bisous à bisous tout le monde. et on se retrouve la semaine prochaine. Exact. À la vista. Bye bye mon pote.